Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Donc là, j'interviens chez un client pour remplacer une pièce sur un boiler fuel. Donc un technicien est déjà venu, a fait le diagnostic, a fait commander la pièce, donc le technicien A, et moi je suis le technicien B, et je dois changer la pièce. Donc la pièce, c'est le coffret de sécurité, il serait HS, donc c'est ce que je vais faire, et plusieurs jours après, ou une semaine après, je m'en souviens plus, je dois re-intervenir sur ce brûleur-là parce que il est encore en défaut. Donc ce n'était pas le coffret de sécurité qui était HS, mais autre chose. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc on peut voir que c'est une chaudière idéale standard et c'est le modèle idéal 2101. On peut voir en haut qu'un voyant rouge est allumé, donc on peut voir que la chaudière est en défaut. Si je zoome, on voit que la chaudière est arrêtée depuis un petit moment car la température est en dessous de 20 degrés Celsius. Donc ça, c'est des chaufferies qui sont pas cool en dépannage l'hiver parce que donc c'est une pièce qui est à l'extérieur de la maison et la porte amène directement dehors. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour travailler, tu dois avoir la porte ouverte pour pouvoir rentrer dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et donc tu es à la merci des intempéries et du vent. De plus, on voit que ce local ne sert pas que pour la chaudière, il y a du bordel, il y a des gaines qui traînent, il y a des outils qui traînent, sachant qu'une chaufferie c'est pas fait pour ça. Donc là on a une vue générale de la petite chaufferie là, on voit qu'il y a des maneaux un peu partout. Et là ce qui est intéressant, là on le voit pas souvent ça, c'est que sur le tuyau départ-retour chauffage, il y a une vanne de pression différentielle ou un régulateur de pression différentielle entre le départ et le retour chauffage. C'est par exemple si tous les radiateurs dans la maison sont fermés, et bien comme c'est une pompe à débit fixe, le débit là va passer par la vanne de pression différentielle pour retourner au retour, ce qui fait que ça n'améliorera pas la pompe, entre autres, et que ça ne fera pas un bruit de sifflement dans les tuyaux, voir s'il y a des robinets thermostatiques, des claquages, c'est-à-dire que quand les pressions différentielles sont très importantes, les robinets peuvent claquer et faire du bruit dans l'installation de chauffage. Ce qui est intéressant aussi dans la chaufferie, c'est que l'on peut voir qu'il y a de suspendu sur une vanne un écouvillon, donc probablement pour cette chaudière-là, pour ramener les tubes de fumée de la chaudière. Donc ça aussi, il faut faire attention des fois sur des chaudières très spécifiques. On a les écouvillons de la chaudière qui sont dans la chaufferie, même chez le particulier. Donc ça c'est cool parce qu'au moins tu as l'outil qui est adapté pour faire le ramenage. Bon, ça c'est rare, mais c'est vrai que il y a des chaudières, elles ont besoin d'écouvillons avec un diamètre spécifique. Et c'est vrai que quand tu es en entreprise classique, tu as quelques écouvillons, mais tu les as pas tous. Ce qui fait que le travail que je faisais souvent, il était pas terrible. Bof, j'ai envie de dire bof parce que t'as pas le bon diamètre, tu frottes pas assez ou tu frottes mal et c'est la galère à faire. C'est-à-dire c'est galère de ramener la chaudière. L'idéal, ça serait que chaque propriétaire de chaudière ait ses écouvillons pour son modèle de chaudière. Ou alors il faut faire venir des entreprises vraiment spécialisées sur le travail des chaudières et des boilers fuel. Et pas les entreprises qui font tout. Du fuel, du gaz, de la clim, du chauffe-eau solaire, voilà. Parce qu'il faut beaucoup de matériel et le matériel c'est toujours un problème en entreprise. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater moi sur le terrain. Donc à noter que les couvillons que l'on peut voir sur la photo, il est méchamment usé. Donc là, on peut voir que le brûleur, c'est un idéal standard MI4R et on peut voir que le voyant du coffret de sécurité est bien rouge, il est allumé, il est en défaut. Donc là, j'ai enlevé le carter du brûleur. Donc on peut bien voir le petit voyant du coffret de sécurité qui est allumé. Sur cette photo, on voit mieux la face avant de la chaudière. On voit bien que le voyant rouge est allumé au niveau de la flamme. On voit aussi que le voyant vert est allumé, peut-être la mise sous tension de la machine. En tout cas, on voit que il y a des étiquettes dessus pour aider la personne à s'y retrouver. Voilà. Là, cette photo, un petit replan sur la pompe fuel. On voit aussi une Danfoss BFP 21L3. Donc, je dois changer le coffret de sécurité. Je débranche la fiche européenne. Je l'enlève. Donc, j'enlève l'ancien coffret de sécurité. C'est le MA55H de ECEE. Donc là, on peut voir ce qu'il y a à l'arrière du coffret de sécurité. Le schéma de principe de raccordement. Comme le coffret de sécurité est enlevé, j'en profite pour jeter un œil au niveau de l'embase. Donc c'est là où est relié tous les conducteurs, tous les câbles qui viennent de la chaudière, en tout cas qui viennent du brûleur. Et après le coffret de sécurité s'embroche là-dessus. Donc tout a l'air d'être correct, il n'y a pas de fil qui pendouille ou qui est sur le point de se détacher, de s'enlever de sa borne. Donc là on peut voir que j'ai mis le coffret de sécurité tout neuf. On voit il brille là. Et donc après je fais la mise à feu, je remets le jus, tout ça, et je constate que le voyant défaut flamme n'est plus allumé. Et
j'attends un certain temps, c'est-à-dire que j'attends que la température de la chaudière monte. Donc là on voit qu'on arrive pratiquement à 60 degrés. Pour faire ça, eh bien j'ai juste eu besoin de tourner le thermostat à la température mini 45 degrés là où il y a l'étiquette là. J'ai tourné, je l'ai mis à 5,5. Donc là je vois que ça marche, hein, ça fait son cycle. Donc je remets la protection du brûleur, son carter en plastique. Donc après je rechange la position là du thermostat là, de la chaudière, son aquastat plutôt. Je le mets là où il y a l'étiquette hors gel, hein, parce que là c'est une résidence secondaire. Donc je crois que quelqu'un était passé là pour voir si le chauffage marchait là, parce que la personne devait venir pendant les vacances. Donc en tout cas j'ai contrôlé que la chaudière s'arrêtait. Là on était à 60 degrés. Elle redémarrait, donc après j'ai remis le thermostat là, dans la position hors gel. C'est la consigne que veut le client, en tout cas c'est lui qui a mis cette étiquette là, hein, faire les économies de fuel. Donc je fais ça. Et après donc je constate que j'ai récupéré tout mon matos et puis je fais la paperasse et je m'en vais. Le client n'est pas là, quelqu'un m'a ouvert et puis pour moi l'intervention est terminée. Sauf que la panne c'était pas ça. Donc 7 jours après, on me dit il faut que je réintervienne chez ce client-là parce que quelques jours après avoir changé le coffret de sécurité, le brûleur s'est remis en défaut. Donc le technicien A est réintervenu là pour voir ce qu'il y avait. Donc il a dit qu'il fallait changer le gicleur. Donc le technicien A il devait sûrement faire une autre intervention. En tout cas, c'est pas lui qui a été, c'est moi, donc le technicien B. Donc c'est pareil, je reviens chez le même client. On me dit il faut changer le gicleur, alors qu'à la première intervention, on m'avait dit qu'il fallait changer le coffret de sécurité. On m'avait donné un coffret de sécurité neuf que le client avait payé bien. Donc là je me dis une fois ça va, deux fois ça commence à faire beaucoup là, les erreurs de dépannage comme ça là. Surtout qu'un coffret de sécurité soit il est mort, soit il ne l'est pas. Ça marche pas à moitié un coffret de sécurité. Parce que je m'en souviens, c'est que on m'avait dit que le coffret de sécurité se mettait en défaut au bout d'un certain temps. Quand t'as un coffret de sécurité qui se met en défaut au bout d'un certain temps, ça veut pas dire que le coffret de sécurité est HS, c'est autre chose. Donc là j'ai un gicleur neuf, le client l'a payé, donc je vais le mettre, hein. On me dit de le mettre, donc je vais le mettre. Donc c'est un Danfoss 0.55 gallons US par heure, 60 degrés et le code de type S. Donc après S, est-ce que c'est du plein, semi-plein, je sais pas, j'ai pas les papiers devant moi, car chaque marque de gicleur a ses propres marquages au niveau type de cône. Donc le cône c'est la projection du fuel en sortie de brûleur. Ce que je veux dire c'est que c'est plutôt en sortie de gicleur. Donc je constate que la chaudière est sur 0, là on voit l'interrupteur, donc la chaudière est à l'arrêt. Donc là après j'enlève le carter de protection du brûleur, je débranche la fiche européenne, je pense que j'ai fermé aussi l'arrivée et le retour fuel, et après je me creuse la tête pour savoir comment est-ce que l'on sort la tête de combustion pour accéder au gicleur, car là je n'ai pas la documentation de la chaudière, elle a disparu. Et donc on voit qu'il faut faire, il y a une vis à enlever ou deux, et il faut faire une sorte de quart de tour, et après il faut sortir la tête entièrement, comme on peut le voir là sur la photo. Un petit zoom sur la tête du brûleur, voilà. Sur cette photo, on peut voir la tête de combustion, hein, le gicleur, le déflecteur, l'électrode d'allumage. On peut voir aussi que j'ai mes gants en nitrile, toujours, car le fuel c'est sale, c'est chiant à nettoyer et ça sent mauvais. Donc là, on peut voir que j'ai remplacé le vieux gicleur par le gicleur qui est neuf. Donc pour ça, bien sûr, il a fallu enlever la tête de combustion. Après, il faut la remettre, il faut la régler. C'est pour ça que c'est bien de prendre les cotes avant de la démonter, voire de prendre une photo aussi. Ça peut aider. Mais le mieux, c'est de prendre les cotes avec un réglé. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a un réchauffeur sur la ligne fuel. En tout cas, juste avant le gicleur, c'est le boîtier rouge. Donc moi je suis jamais intervenu sur un brûleur où il y avait un réchauffeur, car on les voit que sur les petits brûleurs. Moi sur les brûleurs de puissance moyenne j'en ai jamais vu. Donc je découvre. Donc à quoi ça sert un réchauffeur fuel? Donc d'après le bouquin mise en service, réglage, aide au dépannage des brûleurs fuel et gaz, 4e édition de Philippe Legour. C'est un livre que j'utilise pour réviser de temps en temps, parce que avec tout ce que je fais, j'oublie, hein. J'ai pas une super mémoire. Donc il est dit que les réchauffeurs de ligne sont sur les petites puissances. Ça permet d'avoir un allumage plus sûr, une combustion qui produit moins d'encrassement. Ça serait nécessaire sur les foyers basse température à rayonnement froid, qui alourdissent la vaporisation du fuel. L'action du réchauffeur permet de diminuer la viscosité du fuel. À noter que la viscosité, c'est la résistance que le fuel oppose à son écoulement, et son unité c'est le centistock ou millimètre carré par seconde, et c'est relevé à 20 degrés Celsius. Donc un réchauffeur va diminuer la viscosité du fuel. Cela entraîne une diminution du débit pulvérisé et permet donc d'installer un gicleur de calibre supérieur, moins de risque d'obstruction. Ok, donc après le principe de fonctionnement, c'est une résistance. Lorsque la chaudière demande du chaud, donc le thermostat ou l'aquastat devient passant, ça met en marche le brûleur, c'est-à-dire que ça l'alimente, parce que avant qu'il se mette en marche, la thermistance, donc cette résistance là, le réchauffeur fuel va
être alimenté électriquement, donc ça va chauffer. Le fuel va atteindre la température de 50 à 60 degrés. Un thermostat va se fermer et lorsque ce thermostat donc qui est dans la thermistance, dans le réchauffeur fuel je veux dire, eh bien ça lancera le cycle de mise à feu du brûleur fuel. Donc c'est une résistance qui s'autorégule. Plus la thermistance chauffe, moins elle laisse passer de courant et donc elle chauffe moins. Donc d'après le schéma de principe, un réchauffeur pour qu'il fonctionne, il a besoin de 3 conducteurs. 2 conducteurs donc pour alimenter la thermistance et un autre autour. Donc quand je dis 2 conducteurs, c'est un phase neutre parce qu'après comme on l'a vu, elle s'autorégule au niveau de la température. Et après il faut un retour, donc un autre conducteur. Ça sera le retour du thermostat de la thermistance qui dira que la température est atteinte. Donc comme je l'ai dit, c'est aux alentours de 50-60 degrés et c'est ce qui lancera la séquence de démarrage du boiler fuel pour faire sa mise à feu. Donc c'est un organe simple, mais ça peut être un organe qui peut tomber en panne. Car si la thermistance déconne, eh bien le thermostat à l'intérieur va s'ouvrir et ça va couper le retour de l'alimentation électrique qui va au coffret de sécurité et donc ça va arrêter le brûleur. Donc c'est un appareil qui peut être une source de panne. C'est pareil, si le brûleur ne devait pas démarrer alors que le coffret de sécurité est ok, ça peut être à cause de la thermistance. Donc la thermistance, donc le réchauffeur fuel là, se contrôle. Il faut le débrancher et puis avec un mètre faire les mesures qui va bien. Donc sur cette photo on peut voir que j'ai tout remonté là, le déflecteur, l'électrode d'allumage, voilà. Donc là j'essaye de faire des relevés là pour mesurer la résistance du réchauffeur fuel. Mais on remarquera aussi qu'il n'y a pas de conducteur qui sort du réchauffeur et qui vont au coffret de sécurité. Donc je m'en souviens plus, mais là je vois pas les conducteurs et j'ai pas pris de photos. Donc je relève 554,1 ohms. Donc est-ce que c'est bon? J'en ai aucune idée car j'ai pas de dock et en plus je suis venu là que pour changer le gicleur, donc j'ai un temps alloué qui est pas très grand et j'ai d'autres interventions après, donc je bataille pas. Je fais cette mesure là pour voir, mais après il faut aller chercher dans la documentation si c'est une valeur correcte ou pas, car là c'est mon premier réchauffeur fuel que je vois là. Donc en regardant cette photo, on voit clairement que il y a 3 câbles qui rentrent dans la tête de combustion, 2 câbles blancs donc qui servent pour envoyer la haute tension au niveau des électrodes d'allumage et le gros câble noir là c'est le câble avec à l'intérieur plusieurs conducteurs qui va se raccorder par le biais d'une fiche sur le réchauffeur fuel que l'on a vu précédemment. Et après bien sûr là à droite on voit un autre câble noir avec une sorte d'embout blanc là, mais ça c'est la cellule photoélectrique. Donc cette prise là je l'ai pas pris en photo là, c'est-à-dire la prise qui permet donc de se raccorder sur le réchauffeur, qu'on voit que le câble du réchauffeur est bien présent et qu'il est bien raccordé donc sur le coffret de sécurité. Donc ça c'est ce qu'il y a derrière le vieux coffret de sécurité là, le MA55 alors R on a sans réchauffage et le MA55H probablement avec le réchauffage. Donc là on voit que ici il y a marqué réchauffage. Donc sur les brûleurs comme ça, sur les coffrets de sécurité, quand il y a un réchauffage, il y a un petit carré comme ça, il y a des carrés comme ça, des carrés, une vague en carré. Donc ça simule, ça c'est le symbole de la résistance du réchauffeur. Ici on voit que là il y a une sorte de contact on dirait, et là il y a un contact. Probablement là c'est ici histoire d'autoréguler, et ça c'est le contact, quand il y a la bonne température ça doit se fermer et ça envoie le jus sur la borne 4 du coffret de sécurité. Donc là qu'est-ce que l'on voit là? En 6 on a le neutre, ça va sur la borne 14, et sur cette borne 14 on voit que ça va donc sur le réchauffeur. Ça passe ici, là on voit qu'ici là on a la phase. La phase est 1. On voit que la phase ça passe ici là et donc ça alimente la résistance thermorégulée, neutre, phase 230 volts, elle chauffe. Donc là aussi on voit qu'il y a un pont là, SH. Donc ce pont SH est présent lorsqu'il n'y a pas de réchauffeur. Il faut shunter entre la borne 4 et 5 lorsqu'il n'y a pas de réchauffeur ou lorsque le réchauffeur est en panne, il ne fonctionne plus pour pouvoir redémarrer le brûleur en attente de recevoir la nouvelle pièce. Donc après, quand la température est bonne, je pense que c'est ce contact là qui se ferme. Donc après la phase passe ici. Quand la température n'est pas bonne, il doit rester ouvert. Donc si la température du fuel est bonne, la résistance là, va s'autoréguler aux alentours de 50-60 degrés. Ce contact là va se fermer et la phase va passer ici, il va aller en 4. Du coffret de sécurité, c'est ça. Bien sûr, il faut que ici là, le thermostat soit en demande, soit fermé. Donc le thermostat est en demande. La résistance thermorégulée, là, le réchauffeur est à la bonne température et la séquence de démarrage du brûleur se fait. En gros, c'est ça le fonctionnement. Donc là, je vais aller prendre mon autre photo là, où j'ai enlevé le coffret de sécurité et on va voir ce qu'il y a sur les bornes 6, 5 et 4 parce que c'est là où se raccorde le réchauffeur fuel et le retour se fait en 4. Donc là on a la borne 4, 5, 6. Donc là on voit mal, Là après il faut être sur le terrain pour tirer sur les conducteurs pour voir où ça va tout ça. Donc sachant que le 6 c'est le neutre, ici là, derrière les fils sont bleus là. En 5 arrive la phase, on voit qu'il y a un conducteur qui arrive ici et en 4 on a le retour.
Donc sur le schéma, il y avait un conducteur du moteur qui était raccordé dessus et le réchauffeur. Là, on voit qu'il y a 2 conducteurs marrons là. Il y en a un qui part ici et un autre qui part là. Donc après, il faudrait tirer sur les conducteurs pour voir où ça va tout ça. Donc là, on voit pas de pont entre 4 et 5, je le vois pas. Donc à noter que si tu as un réchauffeur fuel, que son contact est HS et donc que le brûleur ne démarre pas, il suffit juste de shunter ce contact là en dépannage. Donc il faut faire un shunt entre la borne 4 et 5 de ce coffret de sécurité là. Donc ça permet de repartir. Donc là sur cette photo, eh bien, je vais remettre la tête de combustion là dans le brûleur. Donc j'en profite pour monter les manos fuel, donc pour la pression dans la ligne gicleur et le vacuomètre, savoir s'il n'y a pas un problème sur la canalisation fuel qui va jusqu'à la cuve. Contrôle que le robinet là sur le pot fuel est bien ouvert et après j'appuie sur le bouton de la chaudière et ça lance la séquence de mise à feu du brûleur fuel. Donc là la chaudière démarre, tout ça, je suis en gros à 30 degrés, 35 degrés, j'ai décidé de faire un smoke. Donc au lieu de cheminée, donc on peut voir que le papier est propre, hein. Donc ça c'est comparé avec l'indice de Baccarat là. Pour faire ça là, je travaille à l'ancienne, comme aussi avec le dernier avec la pompe à smoke, sachant que maintenant, comme j'ai dit dans une des vidéos précédentes, il existe un adaptateur spécial, un module que l'on met sur sa mètre de combustion pour la protéger des souilles. En tout cas, il y a des mètres de combustion bien faites pour le fuel, ça évite de se faire chier à pomper là avec la pompe à smoke. Donc là j'ai du bol, le smoke est correct. Donc j'y suis, j'ai la mètre de combustion avec moi, j'en mets un petit coup. Donc là je suis pas encore à température là, au niveau de la chaudière. Donc ça fonctionne, je monte jusqu'à 45-50 degrés, après je tourne le bouton là, de l'Aqua-Sta là sur la chaudière là, donc je change la consigne pour qu'il s'arrête. Donc ça s'arrête, nickel. Je rechange la consigne pour qu'il reparte, donc j'attends 30 secondes, je constate que ça repart, la mise à feu se fait bien, nickel. Donc là j'aurais pu me dire, bah c'est bon, tout est bon, je la remets à sa consigne hors gel et je me casse. Mais je décide de refaire encore un test, donc je bouge le bouton, la consigne est atteinte, le brûleur s'arrête, je rebouge le bouton, la consigne n'est pas atteinte, le brûleur démarre, et là c'est le drame, il rate une mise à feu. Donc défaut flamme. Donc là je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que ce n'est pas le gicleur fuel qui était le problème, et c'était pas le coffret de sécurité. Donc c'est là où tu comprends pourquoi il y a des clients qui pètent un plomb, parce que ils voient un technicien qui dit qu'il faut changer une pièce. Le problème est que ça ne fonctionne toujours pas. Un autre technicien vient et il dit il faut changer une autre pièce. La pièce est changée, bien sûr à chaque fois le client paye, et ça ne marche toujours pas. Un troisième technicien vient, voilà, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a des endroits où tu vas voir 2, 3, 4, 5 personnes différentes qui vont venir, et à chaque fois une pièce va être changée sur le brûleur. Et ça c'est une catastrophe, parce que quand tu es le 4e ou le 5e à venir, chez un particulier, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois là où je travaillais là, tu es vraiment très très mal accueilli. Donc là, le client a payé pour un coffret sécurité, pour un gicleur, et ça ne marche toujours pas. Donc t'imagines bien que le client, bon en plus je l'avais pas vu parce que c'était une vision secondaire, t'imagines bien que le client il va être vénère. Donc là je vais contrôler s'il n'y aurait pas un souci sur la ligne d'aspiration, c'est-à-dire entre la pompe fuel et la cuve fuel, comme on a pu le voir dans la vidéo où je remplace la pompe fuel, car la vanne police était bouchée, tout était bouché. Et au niveau du vacuomètre, je tire au vide. Donc là on peut voir sur le vacuomètre en haut à droite, donc ça se voit pas trop bien, mais là je suis à 0 bar, donc ça veut dire que le fuel arrive de manière facile, il n'y a rien qui le gêne. Donc au niveau de l'aspiration de la pompe fuel, il y a pas de problème. Donc pour valider tout ça, je regarde au niveau du refoulement, parce que bien sûr si la pompe fuel est à l'arrêt, tu auras 0. Et là on constate que au refoulement, sur le mode refoulement, on voit que l'aiguille est entre 10 et 11 bars, donc on voit mal, c'est flou, mais on voit que l'aiguille n'est pas à 0. Donc au refoulement j'ai en gros 11 bars, à l'aspiration j'ai 0 bars, c'est-à-dire que comme j'ai dit, le fuel passe bien. Donc à ce niveau là, tout a l'air d'être correct. Pression de pompe, ok, vacuomètre, ok, parce que j'aurais pu avoir vacuomètre moins 0,2 bars, ce genre de choses, mais on verra que la citerne fuel est un peu en hauteur et elle est un peu bizarre. Donc là je continue le dépannage, vu que je suis dessus là sur l'installation. Je vais pas repartir, même si le gicleur je l'ai changé, parce que ça ne marche pas. Donc maintenant il me reste plus que 2 choses à contrôler, parce que là je procède par élimination, donc il me reste à contrôler les électrodes d'allumage. Donc ça je l'ai pas pris en photo, mais si l'allumage se fait au mauvais endroit, si l'arc se fait au mauvais endroit, obligatoirement ça ne marchera pas. Donc en principe, lorsque les électrodes d'allumage sont HS, donc lorsqu'elles sont mortes, l'arc électrique se fait pas au bon endroit, c'est-à-dire pas au bout des électrodes. Et on voit souvent l'arc électrique se faire au niveau de l'isolant, parce que l'isolant est fissuré, pété, voilà. Donc je suis étonné quand même que le brûleur fasse ses mises à feu, et de temps en temps il en rate, ou là je vois que ça marche plus, donc je suis vraiment étonné. Donc j'ai dû sortir la tête de combustion là, et sur l'embase du coffret de sécurité, faire le shunt pour alimenter le transformateur haute tension, pour voir de visu l'arc électrique se former. Il n'y a que comme ça que l'on peut s'assurer du bon fonctionnement des électrodes d'allumage, c'est en voyant l'arc
que se faire. Donc il faut sortir soit tout le brûleur, soit que la tête de combustion, ça dépend des brûleurs. Faire le shunt au niveau du coffret de sécurité sur son embase et puis constater. Donc là je me rappelle plus, je pense que je l'ai fait, je pense que c'était bon. Et donc après il me restait plus qu'une seule chose à contrôler, ce qui est la plus difficile parce qu'il faut du matériel spécifique. Mais dans ce cas-là ça va être obligatoire à effectuer parce que déjà 2 erreurs de diagnostic qui ont coûté 2 interventions au client et 2 pièces différentes au client. Donc j'ai envie de dire pour le 3e diagnostic, là il faut pas qu'il y ait d'erreur, faut m'éviter. Donc là après ce qui reste à contrôler c'est au niveau du fuel, de l'arrivée du fuel. C'est-à-dire que donc là on peut voir le robinet fuel, là, du pot fuel, donc ça j'ai dû le contrôler, tout devait être propre. Et quand on a un brûleur comme ça où on a un doute sur la qualité du fuel, peut-être que dans la cuve fuel il y a des bouts, donc ça se verrait au niveau du filtre, mais surtout est-ce qu'il y a de l'eau? Parce que souvent le fuel, s'il y a un peu d'eau, ça marche plus, hein. Les mises à feu ça déconne. Et même si le fuel est rouge, ça se voit pas trop quand il y a de l'eau. Le fuel va être vraiment très rouge, rouge foncé, mais des fois lorsqu'il est un petit peu moins foncé, on croit que c'est bon, puis en réalité c'est pas bon parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur, mais il n'y en a pas assez pour que ça se voie à l'œil humain. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus sur les ravages de l'eau dans le fuel, hein. J'étais intervenu sur une installation en astreinte et ça déconnait à plein pot à cause de l'eau dans la cuve, hein. Il y avait trop d'eau dans la cuve fuel, sachant que l'eau est plus lourde que le fuel, donc l'eau se met en bas de la cuve, et comme sur les véhicules fuel, le départ du fuel se fait en bas, et bien t'as du fuel qui part avec de l'eau. Donc pour faire une levée de doute, c'est simple, il suffit de prendre un jerrycan de type militaire en métal. Donc là sur la photo, là c'est sur un autre site, chez un autre client, ça va être un jerrycan de 20 litres. Là je regardais vite fait, là un jerrycan de type militaire en métal, donc pour mettre de l'essence ou du diesel ou du fuel. La 10 litres coûte 33 € sur Amazon. Par contre c'est sans l'accessoire là qui permet de raccorder un brûleur fuel. Donc ça, ce qui est bien, c'est que dedans tu mets soit du fuel propre, donc du fuel où tu es sûr de sa qualité, ou tu mets du gasoil, hein. J'ai déjà eu des collègues qui mettaient du gasoil parce que c'est facile à obtenir, hein. Je rappelle que un brûleur fonctionne très bien avec du gasoil. La seule différence entre le gasoil et le fuel à ce niveau-là, c'est que le gasoil coûte 2 fois plus cher, quoi, 50% plus cher. En gros, c'est la différence de taxe qu'il y a entre le fuel où c'est peu taxé. C'est pour ça que c'est beaucoup moins cher que le gasoil qui est beaucoup taxé et qui est beaucoup plus cher. Et bon, pour faire du dépannage, c'est intéressant si on a que ça sous la main, parce qu'à partir du moment où on branche le brûleur sur le jerrycan là, si ça fonctionne, eh bien ça permet de savoir que le brûleur est ok et que le problème viendrait du fuel du client, sachant qu'on avait vu au vacuumètre qu'on était à 0 bar, donc au niveau de l'aspiration c'était bon. Mais voilà, après il y a la qualité du fuel, est-ce qu'il y a de l'eau ou pas dans le fuel. Donc moi là en intervention, je devais changer juste un gicleur, donc je n'ai pas de jerrycan avec du fuel dedans et l'adaptateur qui va bien pour pouvoir y brancher un brûleur. Et c'est vrai que quand tu fais des dépannages, ce jerrycan, ça devrait être obligatoire, parce que pour faire une levée de doute, tu as besoin de ça, parce que on va voir la cuve fuel du client et elle est plus toute jeune, donc elle doit avoir l'âge de la chaudière du brûleur, environ 30 ans. Donc là tu peux voir la cuve fuel, donc elle est en acier sur des pieds. On voit que le piquage où est pris le fuel est pratiquement tout en bas de la cuve. En haut on voit qu'il y a le raccord là où tu branches, où le gars qui livre le fuel se branche là, et à droite là on voit les vents, et au milieu c'est un indicateur de niveau de fuel dans la cuve. Donc là déjà ce que je vois c'est qu'en haut il n'y a pas de trappe, parce que des cuves comme ça, donc j'avais fait une vidéo dessus, quand il y a un doute sur la quantité d'eau pour y avoir dans une cuve fuel, il faut prendre une pige, donc c'est une très grande tige. Sur cette tige, en bas de la tige, on met une pâte spécifique qui va changer de couleur au contact de l'eau. Donc on plonge la pige dans le fuel là jusqu'à toucher le fond de la cuve là. Et là où il y aura de l'eau, cette pâte changera de couleur. Donc cette pâte on la trouve chez les fournisseurs professionnels, hein. C'est un truc qui est bien connu, et ça permet de faire une levée de doute, c'est-à-dire savoir s'il y a de l'eau en fond de cuve et la quantité. Donc moi quand je vois cette cuve là, elle a 30 ans, elle n'a jamais été nettoyée, tout est d'origine, il y a probablement des bouts et je pense qu'il doit y avoir de la flotte. Donc là on voit que le contrôle n'est pas possible. Et donc dans mon rapport, qu'est-ce que je marque? Donc je marque déjà que le gicleur a été changé et que le brûleur se met en défaut. En tout cas il rate de temps en temps un allumage, donc il y a toujours le problème, et donc le problème ne venait pas du gicleur. Donc moi je marque que j'ai contrôlé l'électrode d'allumage, même si on l'a pas vu en photo là. Je l'ai pas pris en photo parce que j'ai que 2 bras et il m'aurait fallu un 3e pour retenir l'appareil photo et faire mon shunt au niveau de la platine du coffret de sécurité pour alimenter le transformateur HT, que l'arc électrique apparaisse. Donc tout ça est bon, hein. Pression de pompe bonne, aspiration ok. Donc après ce que j'ai marqué c'est que il faut reprogrammer une intervention avec un jerrycan et le fuel qui va bien dedans. À noter qu'avec un jerrycan de 10 litres, donc d'après ma réglette fuel, avec un gicleur de 0,55 gallons US, avec une pression de pompe fuel domestique, donc avec un préchauffage, donc avec un réchauffage du fuel et une pression de 11 bars, le brûleur développe une puissance flamme de 23 kW et le débit fuel
par heure est de 2,3 litres. Donc ça veut dire qu'avec un bidon de 10 litres, on peut tenir 4 heures facile, quoi. Donc t'as pas besoin de 4 heures d'autonomie, hein. Juste 1 heure d'autonomie, c'est largement suffisant pour faire des mises à feu et voir si ça fonctionne bien ou pas. Parce que si ça fonctionne bien avec le fuel qui est dans le jerrycan et donc du fuel qui est bon, hein, ou du gasoil, eh bien ça veut dire ce que ça veut dire, hein, que le fuel est contaminé, qu'il y a de la flotte dedans. En tout cas, il y a quelque chose dans le fuel. Le combustible est pas bon. Donc comme la Q-Fuel est incontrôlable, en plus c'est une Q-Fuel simple paroi, c'est pas une double pot, donc là après il faut tout remplacer. Q-Fuel neuve et nettoyage de la canalisation qui va de la cuve à la chaufferie. Donc ça bien sûr, hein, pour l'affirmer, il faut le contrôler, hein, d'où l'intérêt d'avoir un jerrycan avec l'adaptateur qui va bien pour y brancher un brûleur et du fuel de qualité à l'intérieur pour pouvoir faire les tests. Donc moi je fais pas de miracle, hein, moi je constate qu'il y a un doute à lever. Ce doute c'est la qualité du combustible, j'ai rien pour contrôler, donc je marque ça sur le rapport et puis voilà. Donc un premier technicien était venu chez ce client-là pour réparer. Il avait diagnostiqué le coffret de sécurité HS. Une deuxième intervention est donc programmée pour changer ce coffret de sécurité. Et le matin donc où j'arrive à l'atelier, on me dit tu vas là, tu prends le coffret de sécurité et tu vas le changer. Ce que je fais. Ça fonctionne, je m'en vais, le brûleur tombe en panne, le technicien revient en intervention chez ce client-là, donc c'est la troisième intervention. Il constate, en tout cas il décide de changer le gicleur fuel, quoi. Il pense que c'est un de là, donc il en a pas, donc il reprogramme une quatrième intervention. Donc pareil, un matin j'arrive, on me dit tiens voilà le gicleur et c'est moi qui vais réparer probablement parce que je travaille dans le secteur, je sais pas. Donc je prends le gicleur fuel, je le change. Donc là on est à la quatrième intervention et ça ne marche toujours pas. Donc après bon comme je suis dessus, donc après moi je fais ma petite recherche, hein. Donc pour moi tout est bon, sauf qu'il y a un truc que je peux pas contrôler, c'est la qualité du combustible. Et pour en avoir la cœur net, il m'aurait fallu un jerrycan avec du fuel de qualité, donc pas celui du client, hein, ou du gasoil, et mettre le brûleur directement, le raccorder sur ce jerrycan là pour faire les tests, marche, mise à feu, arrêt, remise à feu, etc. pour voir son comportement. Donc ça je n'ai pas pu le faire et donc une sixième intervention va être programmée pour faire ça. Donc c'est pas moi qui étais parce que une semaine et demie après je quittais cette entreprise là parce que ça me saoulait de travailler comme ça. Puis ça faisait 4 semaines que j'attendais mon thermomètre, donc au bout d'un moment j'ai dit c'est bon, j'arrête les frais, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc je n'ai pas fait la sixième intervention, donc je n'ai pas eu de retour. Mais c'est là que tu vois pourquoi certains clients particuliers pètent un plomb, parce que quand tu vois 6 interventions pour un dépannage de brûleur fuel et qu'à chaque fois des pièces sont changées et que ça marche toujours pas, en plus le client il faut qu'il paye, hein. Donc peut-être qu'à la fin il aura une ristourne, je sais pas, mais t'as des clients qui sont extrêmement énervés et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver chez des clients où je me faisais limite agresser verbalement parce que tu arrives sur une chaudière murale, t'es le 6e qui passe et ça marche toujours pas. Donc ça c'est une des grosses particularités du particulier quand tu fais de la maintenance dans ce domaine-là, car dans le milieu professionnel, des trucs comme ça, j'ai jamais eu ça. Donc après, pourquoi les dépannages sont mal faits? Eh bien, probablement parce que la personne doit aller vite, parce qu'elle a 6-7 clients à faire dans la journée, et donc tout est bâclé, et donc il n'y a pas de miracle, un dépannage, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut observer, il faut analyser, et obligatoirement, ça prend du temps, il y a des doutes, il faut faire des levées de doutes. Voilà, c'est ça le dépannage. C'est pas juste arriver, j'appuie sur un bouton, je me casse, et en avant, quoi. Donc même s'il y a des gens dans des bureaux, ils pensent que c'est ça, mais sur le terrain, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, là, dans cette vidéo-là, on voit bien ce qui se passe lorsque les dépannages sont bâclés. Et ça m'est arrivé plein de fois, ça. D'arriver pour changer une pièce, en réalité, c'est pas du tout ça le problème. Sachant que si c'est le fuel qui est contaminé par de l'eau ou autre saloperie, le client aura que deux choix. Soit il fait nettoyer sa cuve fuel, mais bon, elle a 30 ans, elle est pas aux normes, il n'y a pas double pot, l'accès c'est pas possible, donc je vois pas comment ils peuvent nettoyer la cuve fuel. Ou alors de changer carrément la cuve fuel par une neuve. Donc ça nécessitera, quoi qu'il arrive, une 7e intervention. Alors je sais pas qui c'est qui changera la cuve fuel, hein, peut-être la partie travaux de l'entreprise. Et si la personne qui fait les travaux est pas capable de raccorder le brûleur et de refaire une mise à feu, donc ça sera vraiment une 7e intervention, plus une intervention pour changer la cuve fuel, donc en tout 8 interventions. Voilà. Alors que dès la première intervention, le diagnostic aurait pu être posé. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience terrain, très frustrant d'être emmerdé pour des conneries, c'est-à-dire être emmerdé parce que t'as pas le bon matos pour bosser. Et puis voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.